comme j'espère que vous êtes préparés de trouver ici, c'est une introduction dans les études de physique et ou l'astronomie à l'Université de Genève. Le programme jusqu'à 17h15, c'est que je suis directeur Morel à vous expliquer les études en physique, le bachelor et le master, et quelques mots sur la recherche, évidemment. Il y aura de la place pour des questions. Idéalement, des questions après ce que je vous ai expliqué, le bachelor par exemple, et encore une fois après le master. Ça sera suivi par François Bouchy, qui va vous parler du master en astronomie, aussi sur la recherche dans ce département. Et les questions, évidemment, et pareil avec Camille Bonvin, qui va vous expliquer le programme Athéna à nouveau par des questions. Et tout à la fin, on a réservé une plage de 10 minutes pour des questions générales et spécifiques sur des 3 présentations ou encore d'autres questions que vous pouvez avoir. Ok, on commence donc avec la physique. Donc, c'est quoi la physique? Bon, tout commence, pas seulement dans la physique, mais certainement là aussi, avec la curiosité. La physique, la définition de la physique, c'est qu'il s'agit de phénomènes qui sont reproducibles sous des conditions identiques. C'est ça la physique. Il y a aussi le monde de la croyance ou de la religion, ça n'est pas de la physique. Dans ce cas-là, l'art de la religion est d'être capable de croire des choses qu'on ne peut pas prouver, mais la physique se base toujours pour des preuves par observation et aussi des preuves mathématiques. Donc il s'agit de faire des expériences, de construire des théories, souvent très mathématiques. Et ensuite, on a besoin d'une grande objectivité pour, si on fait une expérience et le compare avec une théorie, pour décider si ça colle ou pas. Parfois, on peut être un peu déçu si ça ne colle pas, parce que là, il faut adopter la théorie et pas essayer de sauver la théorie coûte que coûte. Puis, il y a l'aspect d'ingénierie, pas seulement comme résultat des choses qu'on trouve dans la physique, mais beaucoup d'expériences ont besoin d'une grande contribution pour construire des instruments, par exemple, d'ingénierie. C'est vraiment lié avec la physique. Et puis, il y a dans tout cela une place importante pour l'éthique à beaucoup de différents niveaux. On peut beaucoup parler de ça. Évidemment, on a besoin d'une éthique de travail, d'honnêteté dans ce qu'on fait. Il y a aussi une éthique impliquée dans ce qu'on fait avec vos résultats et à quel point vous pouvez continuer à faire des recherches si vous croyez que ça peut être utilisé pour des buts qui vont contraire à vos principes. Bon, de quoi un physicien ou une physicienne a besoin? Donc la curiosité, à nouveau, comme je l'ai dit, c'est très important. Puis, on a besoin d'une attitude débrouille, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de faire un petit peu de bricolage de temps en temps pour sortir d'une impasse avec un instrument ou même pour construire son propre instrument. On a besoin d'une compétence en mathématiques, même les expérimentalistes en ont besoin, pas seulement les théoriciens. Et les théoriciens ont parfois aussi besoin de cette attitude débrouille, par exemple, si la machine à café ne fonctionne plus. Pour l'objectivité, ça concerne nous tous, évidemment, j'ai déjà expliqué cela. L'originalité est très importante dans ce qu'on fait, parce que beaucoup de gens dans la physique définissent leur propre parcours et le parcours de leur propre recherche. Évidemment, pour que ça ne reproduise pas toujours la même chose, il faut trouver de nouveaux chemins dans la science. Et dans ce voyage de découverte, on a besoin d'être original et oser aussi. Et puis, à nouveau, dans tout cela, d'une bonne éthique à plusieurs différents niveaux, aussi avec vos rapports avec leurs collègues, etc., etc. Bon, qui peut devenir physicien, physicienne? Bon, le mot et la façon que c'est formulé suggèrent déjà que ça peuvent être des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Typiquement, pour vous donner une idée de statistiques,
on a en Suisse 1 sur 5 ou 1 sur 4 étudiants est une étudiante. Ce que nous espérons, évidemment, que ça sera vraiment complètement égal. Enfin, il y a autant de femmes et d'hommes qui font la physique. Et c'est possible parce qu'en Suisse et dans certains autres pays en Europe, on a ce ratio de 1 sur 4. Mais il y a aussi des pays comme l'Espagne, et aussi l'Italie, l'Iran, curieusement, où parfois même les femmes sont majoritaires. Donc, ce n'est pas une question d'impossibilité, mais plutôt un choix qui est souvent influencé par des facteurs que je ne comprends pas tout à fait. Mais ne soyez surtout pas découragés si vous êtes une femme d'aller étudier de la physique parce que vous êtes capable de le faire aussi bien que les hommes. On peut être religieux, on peut être atheiste, ça n'a aucune relation avec la physique, c'est vraiment notre domaine. On peut être africain, asiatique, américain, océanien, européen, et même genevois peuvent devenir physiciens, au moins que la physique vous intéresse vraiment, que vous ne craignez pas la mathématique, on a toujours un peu besoin de ça, et un peu de bricolage vous fait plaisir. Voilà. Je crois que ce sont les 3 éléments les plus importants. Mais non, la formation d'un physicien ou d'une physicienne, bon, de quoi s'agit-il? Bon, on apprend d'abord une méthodologie pour aborder des problèmes scientifiques et savoir les résoudre. Aussi, dans ce sens-là, on a débrouillé. Et c'est beaucoup apprécié dans beaucoup de différents parcours de la vie après vos études, pas seulement dans la physique, mais ça peut être utile. Dans le monde commercial, dans l'informatique, marché financier, je me rappelle, après mes études, j'ai travaillé pour quelque temps chez l'entreprise Philips, et à l'entretien de débauche, on m'a dit, enfin, ce que vous faites comme recherche, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais le fait que vous savez résoudre un problème, simplement commencer et de le faire du début jusqu'à la fin, c'est ça qui nous intéresse le plus. Et c'est vraiment quelque chose que vous apprenez en tant que physicien. Pas uniquement en physique, évidemment, mais en physique, c'est très flagrant, très clair. Donc, la voie après, ça peut être l'enseignement, ça peut être la recherche, ça peut être le développement industriel ou du management industriel, un boulot dans l'environnement, météorologie, climatologie. Ces jours, ça devient de plus en plus relevant aussi que des gens avec une connaissance du photovoltaïque ou des principes qui soutiennent que ça prend un vol énormément, donc dans les 10-20 ans à venir, l'industrie a besoin de gens qui savent travailler dans ce domaine et une formation de physicien très adéquate pour tout ça. Donc, problème d'énergie, fusion, hydrogène, évidemment aussi. Physique médicale, il y a beaucoup de physique dans la médecine et ça devient de plus en plus comme ça. Je peux donner beaucoup d'exemples de ça. Télécommunications, optique quantique par exemple, informatique, marché financier aussi. C'est parce que les physiciens savent ce qui est statistique et qui savent qui est hasard. Et pour le marché financier, c'est très important que les gens s'en rendent compte que hasard joue un rôle. Et puis, on a le journalisme scientifique. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a aussi des gens qui sont devenus chefs d'orchestre, comme Philippe Béran, par exemple, qui a une formation de physicien, de physicien en théorie aussi, et qui a beaucoup profité de sa formation de théoricien. Bon, quelque chose en chiffres. Le bachelor, c'est un curriculum de 3 ans. Vous voyez que parfois, on bascule en anglais parce que c'est quelque chose, et il faut être préparé à ça, que beaucoup d'informations sont fournies en physique en anglais parce que c'est la langue par excellence
dans lequel la physique s'exprime dans le monde de recherche. Donc, le bachelor, c'est 3 ans pour le curriculum. Il y a 60 points dans la première année. Et puis, il y a un master de 2 ans. Et on peut évidemment toujours, on a la possibilité, si on aime beaucoup la recherche, d'en continuer avec un doctorat pour lequel il faut compter 4 à 5 ans. En physique, à Genève, on a 38 ou 40 professeurs, un petit peu selon la façon de compter. Une douzaine d'associés scientifiques, des honoraires comme ça, un peu dans le même poste que le professeur, des collaborateurs scientifiques, beaucoup de postdocs et énormément de personnel administratif et technique surtout qui nous soutiennent dans le développement d'équipements, mais aussi l'entretien d'ordinateurs pour la recherche théorique. La physique est assez bien classée. À Genève, cette année, nous étions 36 à Genève. Dans le Shanghai, c'est intéressant, on peut comparer ça. On n'est pas au même niveau encore que l'EPFZ, qui est toujours un peu mieux ranké que Genève, mais on a bien classé par rapport à l'EPFL, par exemple, qui est numéro 49 ici. Et vous voyez aussi que Genève, la physique, c'est assez stable. C'est toujours dans les alentours. Cette fois, c'est 36, on a eu 40, 38. C'est plus ou moins dans cette plage où on se trouve. Donc, sur une échelle mondiale, c'est vraiment très bien se dire que la recherche qu'on fait de bonne qualité et certains autres facteurs, comme l'enseignement, sont aussi bien classés. Donc, c'est quoi la physique à Genève? Bon, c'est une recherche de pointe, c'est compétitif. Il y a un excellent rapport entre le nombre d'étudiants et enseignants, ce qui veut dire que si vous avez une question, un problème scientifique ou autre, vous trouvez facilement quelqu'un dans le corps enseignant qui peut vous aider, qui vous écoute et qui vous aide. L'ambiance est internationale, c'est ouvert à l'échange, une source d'idées fraîches. Si vous rodez la liste de collaborateurs, de professeurs qui travaillent à l'université, c'est vraiment un groupe de gens très international, provenant de vraiment partout du monde. En fait. Et on a un bon éventail complet de spécialisation. À la fois, il y a de la physique fondamentale et aussi de la physique appliquée. Donc, c'est le bachelor qui compte 3 ans. Il y a une formation en mathématiques, analyse, algèbre, informatique. Il y a un cours d'introduction. Et puis, il y a la physique de base, donc mécanique, électrodynamique, thermodynamique, mécanique quantique et mécanique statistique. Et puis, il y a plusieurs cours d'introduction, en particulier Mayo, solide, astrophysique, et beaucoup d'attention à des cours options, mais surtout aussi des travaux pratiques sont là pour tout le monde. Aussi, des travaux pratiques expérimentaux sont suivis par l'ensemble des étudiants du bachelor, indépendamment de la question que vous vous intéressez plutôt théorique ou expérimentale. Tout le monde fait des expériences, comme tout le monde suit aussi des cours très théoriques parfois. Bon, je crois que c'est ce que j'avais déjà dit. Donc ici, c'est un plan d'études, ça donne un petit peu une idée. J'ai par ailleurs mis cette présentation dans le... vous le trouvez si vous cliquez en bas de la page, les commentaires. Si tout va bien, vous allez trouver cette présentation. Je l'ai mis tout à l'heure. Maintenant, je ne le trouve plus. Mais c'était là tout à l'heure. Sinon, je vais me remettre plus tard. OK. Donc, pour vous donner une idée concrète, pour l'automne 2020, on a eu, les étudiants en première année ont suivi un cours d'analyse algèbre, donc c'est vraiment mathématique. Méthode mathématique pour physiciens, c'est mathématique, mais vraiment pour les physiciens, donc plus appliqué. On a un cours de physique d'aujourd'hui,
ce qui est un cours ludique qui prend des problèmes d'aujourd'hui, enfin des problèmes du quotidien et explique comment la physique derrière fonctionne. Il y a un cours en électrodynamique, donc tout ce qui a à faire avec des charges électriques et des champs magnétiques. Un cours de mécanique qui est en liaison avec des lois de Newton, comment une bille peut changer son parcours, qui a des collisions avec d'autres billes, des trucs comme ça. Et puis, il y a un laboratoire de physique où vous apprenez à faire des expériences. Et le deuxième semestre, donc c'était le printemps, semestre en cours, il y a des cours d'analyse à nouveau, et puis un cours de programmation mathématique, une continuation des méthodes mathématiques pour physiciens et des méthodes informatiques pour physiciens. Il y a beaucoup d'attention à l'informatique, quelque chose que vous utilisez beaucoup dans la vie de physicien. Et puis, on a une continuation du cours de mécanique et le laboratoire de physique. Donc, c'est ça pour le bachelor. Ce qui est le plus important pour vous. Je crois que c'est le bon moment, peut-être, pour prendre quelques questions maintenant. Après, je vais encore parler un petit peu du master et de la recherche. Donc, faisons d'abord un tour de table. Qui a une question sur le bachelor? Dirk? Oui. Il y a une question de Alex Cam. Les cours sont donnés en français ou en anglais? Les cours du bachelor sont tous donnés en français, parfois avec un accent qui n'est pas français, mais la langue reste française. Pour le master, c'est différent. Le master est uniquement donné en anglais. Sauf, il y a quelques exceptions aussi en groupe d'étudiants qui parlent tous français et l'enseignant est francophone, évidemment, on bascule en français. Les supports des cours en écrit peuvent parfois être des livres de référence qui ne sont pas toujours en français pour le bachelor. Ça peut arriver pour certains cours, mais typiquement, la plupart de cette littérature est encore en français aussi. Autre question? Il n'y a pas d'autres questions. Dans ce cas-là, je vais... Dans les discussions, non. Voie de discussion, il n'y a rien. Juste une question avec les TP. Ah. Okay. Non, c'est une discussion privée. Mais Ah, okay. Bon, dans ce cas-là, je vais continuer avec le master. Donc, on a le master de 2 ans. Là, on choisit une orientation. En ce moment, il y a 6-5. Et ça, j'ai écrit en anglais, mais je peux traduire quand même. Il y a particules élémentaires et nucléaires, physique de la matière quantique, il y a la physique théorique, physique appliquée et cosmologie et astroparticules, qui n'est pas la même chose que l'astronomie, ce qui sera expliqué séparément. On utilise 2 semestres pour les cours obligatoires et les cours optionnels, et les 2 derniers semestres sont complètement utilisés pour un travail, soit dans un laboratoire expérimental, soit dans un laboratoire théorique. Bon, ici, ça vous donne un petit peu l'idée de thème, c'est un peu visuel. Donc, dans le département de physique théorique, hein, si vous continuez avec un travail théorique, c'est surtout avec ces gens que vous avez à faire. On peut faire la cosmologie, particules, physique des particules, les astroparticules, l'énergie noire, ondes gravitationnelles, théorie des cordes, matériaux quantiques aussi, physique biologique ou physique de la biologie et physique mathématique. Donc ici, c'est tout un éventail de différents experts dans ce domaine qui sont des professeurs de grand niveau. Puis, on a la physique nucléaire, où beaucoup de ce travail, typiquement, c'est toujours associé à des grandes installations comme le CERN, comme le Supercamiocan, comme le AMS ou le CTA et encore autres grands projets de grande envergure. On étudie des astroparticules, des neutrinos,
les supersymétries, la matière noire, de la physique au-delà le modèle standard de particules élémentaires. On peut faire développement d'accélérateurs et, curieusement aussi, physique médicale. Et ce dernier volet fait partie de ce groupe parce que beaucoup ce qu'on fait pour développement de détecteurs peut aussi être utilisé pour la physique médicale. Puis on a la physique appliquée. C'est presque tout de la physique qui utilise d'une manière ou autre l'interaction entre matière et lumière, biophotonique, technologie quantique et aussi la physique de laser. En ce moment, pour vous donner une idée, le vice-président Jean-Pierre Wolf ne pourrait pas donner cette présentation parce qu'il est en train de monter une manip sur le Sentis, une montagne en Suisse, pour dévier le foudre. Ça semble un peu dangereux, mais il me dit que c'est tout bon. Ils seront à distance quand le foudre va frapper, mais ils vont utiliser des lasers pour manipuler le foudre. Puis, il y a aussi d'autres applications dans le quantum information quantique. On utilise l'idée du Schrödinger où un chat peut être à la fois mort et vivant, mais dans ce cas-là, appliquer les particules pour faire de la communication protégée entre les différentes sources. Et puis, on a la matière quantique où, à nouveau, il s'agit d'étudier des matériaux qui sont plus tard souvent appliqués dans des domaines comme la physique appliquée que je viens de mentionner, mais aussi au CERN. On fait des études de différents phénomènes comme la superconductivité, donc des courants électriques qui peuvent couler sans perte, avec zéro perte, le magnétisme, ce qu'on appelle ferroélectricité, multiférosité et l'électronique quantique. Il y a aussi des gens qui travaillent à de grandes applications de la superconductivité. Ici, c'est au CERN, en fait, ces grands aimants au CERN sont des aimants superconducteurs. Et la recherche faite dans ce département, où je suis aussi professeur, contribue à ce développement de ce type d'aimant utilisé pour le CERN. Je crois que je vais presque utiliser tout mon temps, donc je vais arrêter là et on va voir s'il reste encore des questions. Dirk, il y a plusieurs questions. Oui. La question, quels sont les prérequis en termes d'options au collège pour réussir à suivre en première de bachelor? Je crois que formellement, c'est uniquement d'avoir fait le collège, suivi le collège dans le système suisse ou équivalent en France, ce qui est fortement recommandé au vu du fait qu'il y a pas mal de mathématiques en première année, que vous avez eu une filière qui contient aussi la mathématique, donc filière exacte ou sciences de la vie. OK. Et il y a encore une question. Il faut être en physique application de maths au collège pour pouvoir mieux suivre les cours. Est-ce que tu peux répéter la question, Nimrod? Oui, faut-il être en physique application de maths au collège pour pouvoir mieux suivre les cours. J'espère qu'il s'est écrit bien. J'ai lu bien, mais... Oui, il est certainement important d'être bien rodé en mathématiques à l'école. Si vous avez beaucoup de peine avec la mathématique à l'école, vous aurez encore beaucoup plus de peine avec la mathématique une fois vous commencez la physique, parce qu'il y a autant ou même plus de mathématiques dans les études en physique qu'au collège. OK. Et s'il y a un temps, il y a encore 3 questions. Sommes-nous obligés de faire de la physique expérimentale si l'on veut faire exclusivement de la physique théorique? Oui, pour les 3 premières années, pour le bachelor, tout le monde participe aussi à la formation, aux travaux pratiques, qui sont majoritairement des travaux pratiques expérimentaux.
Et c'est une bonne chose. Parce que même si après vous voulez vous enfermer dans un bureau pour réfléchir et inventer des formules, ça doit quand même quelque chose qui a une relation avec la réalité. Et pour connaître cette réalité, c'est utile d'avoir vu vous-même et même participé vous-même dans des expériences. Et c'est complètement égal. Hein? Donc, les expérimentalistes doivent aussi suivre des cours, même très mathématiques et très théoriques, parce que sinon, ils ne peuvent pas mettre le résultat expérimental dans un contexte théorique plus tard, ce qui est toujours nécessaire. Ok, il y a encore une question de Vittoria. J'étudie en Italie un moment. Est-ce que cela pourrait être un problème pour les premiers semestres de bachelor? Bon, si elle arrive déjà à s'exprimer aussi bien en écrit en français, je ne vois aucun problème. Apparemment, si bien compris, je ne suis pas italianophone ni francophone moi-même, mais pour quelqu'un qui comprend l'italien bien, ou pour qui la langue maternelle est l'italien, une telle personne apprend très, très, très rapidement le français parce que les langues sont presque identiques. D'accord, il y a encore une question peut-être privée, mais quand savez-vous si j'ai été admis? J'ai envoyé mon admission à l'université il y a 3 semaines. Peut-être c'est une question pour le bureau, mais il y a une question comme ça. Je ne comprends pas la question. Quand savez-vous si j'étais admis? Ah, J'ai envoyé mon admission à oui. l'université il y a 3 semaines. Je ne le sais pas, malheureusement. J'ai aucune idée. Peut-être un des autres intervenants pourrait le dire, mais je ne sais pas. D'accord, il y a encore une question pour un étudiant français, faut-il une mention au bac? Oui, c'est possible. Mais toujours à vérifier avec le conseiller des études. Donc, c'est avec M. Xinwu. Je pense qu'il faut en fait une note de 12 sur 20 au bac pour pouvoir venir à Ah, ok. l'Université de Genève. Ok. Ouais. Non, merci. Et je pense que c'est tout. On peut déjà avancer avec François. Je vais fermer ça. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter l'astronomie et l'astrophysique. Voilà, je peux lancer la présentation. Alors, est-ce que vous voyez le bon écran? Parce que je travaille Non, François, tu as besoin de changer l'écran. Oui. Allez, hop, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, Oui, mais tu peux le mettre encore sur Display Mode et ça sera encore mieux. Display mode. Oh, ça va, Ouais, je ne suis pas sûr de trouver l'option. Mais OK, donc là, vous voyez l'écran principal. Donc, je vais vous décrire oui, les activités liées à l'astronomie et à l'astrophysique. Et plus particulièrement le département d'astronomie qui est rattaché donc, à la faculté des sciences de l'Université de Genève. Le département d'astronomie a plusieurs sites, mais le site principal est très proche de Versoix. C'est le site de Sauverny que vous voyez ici en haut à gauche. Il y a aussi un autre site à Versoix qui est le site d'Ecogea. Et puis, on a une station d'observation au Chili sur le site de la CIA. Sur le site de Sauverny, on a aussi un télescope de 60 cm qui est utilisé pour des travaux pratiques. Le département d'astronomie regroupe environ 170 personnes, plus de 100 chercheurs, 14 professeurs, 35 doctorants, 45 ingénieurs et techniciens dans 4 services techniques. Donc, on a une grosse activité technique aussi avec un service électronique, un service optique, un service mécanique, un service informatique, du personnel administratif aussi pour gérer le département. Alors, l'astrophysique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude physique des propriétés des objets de l'univers. Et l'une des difficultés de l'astrophysicien, c'est qu'il est très, très difficile d'expérimenter directement sur les objets, sauf dans certains cas où on peut recueillir des météorites
En fait, l'astrophysicien n'a à sa portée que les ondes électromagnétiques et doit déduire ces analyses uniquement à partir de la lumière, donc en utilisant tout le spectre électromagnétique. Alors, on peut aussi, plus récemment, utiliser non pas seulement l'électromagnétisme, mais les ondes gravitationnelles, les neutrinos, et puis aussi l'exploration spatiale. En astrophysique, on a 4 grands domaines qui sont l'instrumentation. Donc, on développe des instruments pour répondre à des questions, enfin, des nouvelles instrumentations pour analyser la lumière des objets du cosmos. On a toute une partie liée à des observations, donc mettre en place des programmes d'observation, faire des demandes de temps de télescope, recueillir les observations avec différents types d'instruments sur différents télescopes. Il y a tout un volet théorique, donc pour développer des théories pour expliquer les phénomènes observés. Et puis il y a aussi une partie simulation numérique où on va injecter la théorie dans des grands centres de calcul, des calculateurs pour faire des simulations numériques pour ensuite comparer aux observations. Donc vous voyez, ces 4 grands domaines de l'astrophysique sont liés entre eux et permettent de mieux comprendre les objets et les propriétés des objets de l'univers. Au sein du département, la recherche est organisée sur 4 grandes équipes. Les systèmes exoplanétaires, donc il y a une équipe qui est vraiment vouée à l'étude des systèmes exoplanétaires, donc des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Il y a une équipe qui est liée à l'étude des étoiles, donc la formation stellaire, l'évolution des étoiles, la naissance, la mort des étoiles. Un autre groupe est en charge de l'étude des galaxies, donc des groupements d'étoiles, des groupes aussi de galaxies et puis de l'univers dans son ensemble. Et puis un 4e groupe qui est en charge d'étudier les phénomènes extrêmement énergétiques dans l'univers. Donc les objets extrêmement chauds, les objets extrêmement énergétiques. Alors on a eu la chance l'an dernier, maintenant c'était en 2019, d'obtenir le prix Nobel de physique. Donc Didier Queloz et Michel Mayor du département d'astronomie qui ont obtenu le prix Nobel de physique pour notamment la découverte de la première exoplanète autour de l'étoile 51 Peg. Au département, on est impliqué dans beaucoup de projets à la fois sols et spatiaux. Donc on est impliqué dans le développement d'instruments, mais aussi de missions spatiales, et dans le cadre aussi de collaboration internationale, de très grandes collaborations. On est en lien avec des organismes, des infrastructures, des agences spatiales, des observatoires internationaux, le Swiss Space Office, l'ESA, la NASA, le Centre national d'études spatiales en France, l'ESO, l'Observatoire sud-européen. Donc voilà, c'est aussi une très très large collaboration pour mener ces projets. C'est de plus en plus des projets à caractère international. Au niveau de l'enseignement, donc ça a été déjà décrit au sein du bachelor en physique. Nous intervenons pour certains cours en 3e année. Donc le professeur Stéphane Udry fait une introduction générale à l'astronomie et à l'astrophysique. Donc, c'est des sessions de cours, des sessions d'exercices. Il y a aussi des travaux pratiques. On propose au sein du département des travaux pratiques vraiment liés à l'astrophysique. Et puis, il y a des cours qui sont à option, qui sont proposés, comme les processus physiques en astrophysique, et puis aussi d'autres cours, la physique d'aujourd'hui ou l'évolution. Voilà, certains des chercheurs du département enseignent aussi à la section de physique, mais aussi dans d'autres sections. Et puis, il y a le cours ouvert au public, où cette année, le professeur Corinne Charbonnel développe les grandes missions spatiales pour l'astrophysique. Alors ça, c'est au niveau du bachelor en physique. Donc, on a relativement peu de cours, mais c'est le cours d'introduction générale à l'astrophysique. Et puis, on propose, donc, après un bachelor en physique, on propose un master en astrophysique que je vais décrire brièvement. Donc, le but, c'est d'avoir une formation approfondie en astrophysique avec une emphase spécifique pour l'exoplanétologie, la physique stellaire et extragalactique, l'instrumentation sol et spatiale et les outils modernes de traitement et d'analyse des données scientifiques. Donc, le but de cette formation
c'est d'avoir des solides bases en astrophysique moderne, une expertise poussée propre à l'un des domaines de spécialisation. On propose 3 spécialisations, exoplanétologie, des étoiles à l'univers et instrumentation et analyse de données. C'est sur 2 ans, 4 semestres. C'est une formation qui est donnée en anglais. Elle nécessite d'avoir un bachelor en physique ou un titre équivalent. Et voilà, vraiment le but, c'est d'étudier et de comprendre notre place dans l'univers, de participer au développement de grands projets sol et spatiaux, d'observation du cosmos, et de développer des méthodes d'analyse de très grands volumes de données pour répondre aux grandes questions, à la fois de la planétologie jusqu'à la cosmologie. Le master a lieu sur le site. Alors, malheureusement, en ce moment, il est fait comme la plupart des enseignements en ligne, mais sinon, la formation et le travail de master ont lieu au département d'astronomie sur le site de Sauverny, afin d'être en contact direct avec les différents groupes de recherche et aussi dans le cadre de collaboration internationale. Très rapidement, donc le premier semestre, c'est un tronc commun avec certains cours donc, communs, les processus physiques en astrophysique, une introduction des étoiles aux planètes, une introduction pour les galaxies, la cosmologie, les observables en astronomie, l'analyse des données en astrophysique et puis des travaux pratiques aussi. Au deuxième semestre, les étudiants doivent choisir une spécialisation. Donc la première qui est proposée, c'est l'exoplanétologie, où on va étudier la dynamique des formations planétaires, les formations planétaires, leur évolution, les techniques de détection et de caractérisation des exoplanètes et les études et les analyses des atmosphères planétaires. La deuxième spécialisation des étoiles à l'univers va permettre d'étudier la structure stellaire et l'évolution des étoiles, galaxies, cosmologie, les hautes énergies en astrophysique, les diagnostics spectroscopiques en astrophysique, le milieu interstellaire, le milieu intergalactique. Et troisième spécialisation est liée à l'instrumentation et à l'analyse des données astrophysiques avec les techniques d'observation, l'optique, les détecteurs, l'acquisition des données, l'analyse des données. Et la deuxième année est dédiée à un travail de recherche, un travail de master au sein d'une équipe de recherche, surtout au département d'astronomie, mais elle peut avoir lieu dans un autre institut d'astrophysique ou un observatoire astronomique. Et voilà, ça a déjà été relevé. Donc, je rappelle que aussi comme le master en physique, ce master ouvre la voie à des carrières dans les domaines de la recherche, de l'enseignement, de l'industrie, des grandes organisations internationales comme l'Observatoire sud-européen ou l'Agence spatiale européenne, aussi des métiers de communication, animation scientifique et aussi en informatique pour l'analyse de grands volumes de données. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions liées à... Oui, François, il y a une question de Tanguy. Il a demandé, bonjour, j'ai une question. Il a dit, est-ce que c'est vrai que l'Université de Genève est plus théorique que la EPFL? Je ne suis pas sûr, mais peut-être Dirk peut répondre à cette question. Oui, je peux dire. Enfin, je crois pour la filière physique, c'est pas différent. C'est vraiment la même chose. Mais évidemment, à l'EPFL, parce que c'est une école d'ingénierie, on a aussi d'autres filières associées ou qui utilisent en partie la physique, mais font autre chose aussi, qui vont beaucoup plus dans les applications qu'on fait à l'Université de Genève. Pour le reste, non, je dis que c'est la même chose. Il n'y a aucun problème pour accommoder des étudiants de l'EPFL qui ont fait une année là, qui peuvent continuer ici et vice-versa. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Et on peut peut-être avancer. Ok, donc je vais vous présenter Athéna. Du coup... Est-ce que ça marche comme ça? Oui, très bien. Non, pas maintenant. Avant, c'était bien. Comme ça. Oui, très bien. Okay. Donc, oui, je vais brièvement vous présenter le programme Athéna.
Donc, le programme Athéna, c'est un programme qui permet aux collégiens de suivre un cours à l'Université de Genève en mathématiques ou en physique durant un semestre, dans le but de découvrir qu'est-ce que c'est les études universitaires. Donc, vous êtes venu à cette journée d'information. J'imagine que vous êtes intéressé du coup par étudier la physique à l'Université de Genève. J'imagine aussi que vous avez tout un tas de questions sur le niveau des cours, qu'est-ce que ça veut dire d'étudier la physique à l'université, est-ce que c'est la même chose qu'au collège, qu'est-ce qui est différent, est-ce que vous allez aimer faire de la physique toute la journée. Donc, le but de ce programme Athéna, c'est de vous dire, venez découvrir par vous-même, durant vos études au collège, venez une fois par semaine suivre un cours à l'Université de Genève, de manière à voir qu'est-ce que c'est un cours de physique ou un cours de mathématiques à l'Université de Genève. Donc, c'est un programme qui est ouvert à tous les collégiens et les collégiennes qui sont intéressés. Ce n'est pas un programme pour les petits génies en maths ou les petits génies en physique, donc il ne faut vraiment pas vous gêner. C'est un programme qui est ouvert à tous les gens qui ont envie de savoir ce que c'est que de faire de la physique ou des maths à l'université. Donc, concrètement, comment ça marche? Durant le semestre d'automne, donc ça veut dire de mi-septembre à Noël, vous venez suivre un cours avec les étudiants réguliers de l'université. Donc, ce n'est pas des cours qui sont faits pour les collégiens, c'est vraiment les cours qu'on propose à nos étudiants à l'université et auxquels vous pouvez participer. Le format, ça dépend bien sûr du cours qui est proposé, mais il y a en général une partie qui est théorique, qui est donnée par un professeur. Et puis, en plus de ça, il y a une partie exercice où vous apprenez à résoudre des problèmes liés aux concepts qui ont été présentés durant le cours. Et puis, en plus de ça, et ça diffère des étudiants à l'université, en plus de ce cours et des exercices, vous avez des séances de tutorat. Donc, c'est des séances de 2 heures par semaine où vous êtes par groupe de 3 ou 4 collégiens avec un tuteur. Donc, un tuteur, c'est soit un étudiant en physique ou en maths en fin d'études, ou alors un doctorant ou un jeune chercheur. Et le but de ces séances de tutorat, c'est de vous aider à garder le niveau. Parce qu'on se rend quand même bien compte qu'en tant que collégien, suivre un cours à l'université, ça peut être compliqué. Il y a certainement des concepts que vous n'allez pas avoir vus. Et donc, on vous fournit en plus cette aide supplémentaire, ces 2 heures, où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, vous pouvez les utiliser pour essayer de finir les exercices si vous n'avez pas réussi à le faire durant les séances d'exercice. Vous pouvez discuter une partie des cours, vous pouvez discuter des nouveaux concepts. Vous pouvez aussi utiliser ça pour poser un petit peu plus de questions sur qu'est-ce que c'est la recherche en physique ou en mathématiques. Donc, c'est vraiment une plage où vous pouvez avoir de l'aide et discuter avec quelqu'un qui travaille en physique ou en mathématiques. Donc, les cours qu'on propose, il y a une partie des cours qui sont en physique, une partie des cours qui sont en mathématiques. Donc, en physique, on propose le cours d'électrodynamique, le cours de méthode mathématique pour physiciens, le cours de laboratoire de physique, un cours d'astronomie générale et un cours d'introduction à la physique de l'environnement. Et puis en mathématiques, il y a 2 cours à choix qui sont proposés, le cours de méthode élémentaire et le cours d'introduction à la logique. Donc l'idée, c'est que vous listez les cours dans votre ordre de préférence et puis nous, on essaye, dans la mesure du possible, de vous assigner au cours qui vous plaît le plus. Il y a une partie des cours qui sont le mercredi après-midi, donc là, c'est facile pour vous de venir les suivre, mais il n'y a pas tous les cours qui sont le mercredi après-midi. Et en fait, on a un arrangement avec les collèges de Genève de manière à ce que vous puissiez être libérés pour suivre ces cours à l'université, libérés de vos heures au collège pour suivre ces cours à l'université si vous êtes intéressé par un cours qui ne tombe pas le mercredi. Alors, ça se fait toujours dans la mesure du possible, donc c'est quelque chose qu'il faut bien sûr discuter avec vos enseignants au collège. Ensuite, il y a pour chacun de ces cours un examen. Alors, le format, c'est fixé par le professeur. Des fois, c'est un examen à la fin du semestre. Parfois, c'est des contrôles continus durant le semestre. Des fois, c'est des rapports de laboratoire. Pour les élèves Athéna, donc pour les collégiens, l'examen est bien sûr pas obligatoire, mais il est fortement encouragé. Et on a mis en place cette chose que si en fait vous réussissez l'examen durant votre cursus Athéna, vous avez ce qu'on appelle une promesse de crédit. Donc ça veut dire que si ensuite vous venez étudier les maths ou la physique à l'Université de Genève, vous obtenez les crédits que vous avez acquis durant votre cursus Athéna.
Il y a aussi la distribution d'un certificat de participation pour tous les élèves qui suivent le programme dans l'ensemble. Et puis, pour le meilleur élève de chacun des cours, donc les élèves qui se présentent aux examens, celui qui a obtenu la meilleure note dans chacun des cours, il y a la possibilité de gagner une bourse pour vous soutenir financièrement durant le bachelor en physique ou en mathématiques à l'Université de Genève. Donc, concrètement, comment ça marche? Donc, il y a le site web suivant sur lequel vous pouvez en fait trouver toutes les informations, donc les différents cours avec une description, les horaires de chacun des cours. Et puis aussi la feuille d'inscription que vous devez remplir pour pouvoir participer. Donc, c'est un programme qui est destiné aux élèves en dernière année du collège. Donc, vous, comme vous êtes maintenant en 3e année, il faut vous inscrire cette année pour pouvoir suivre le programme l'année prochaine. S'il y a parmi vous des élèves qui sont en 2e année du collège, sachez que vous pouvez aussi vous inscrire. Il est aussi ouvert aux élèves qui sont en 3e année lors du cursus Athéna. Les inscriptions vont s'ouvrir à la fin du mois jusqu'au 23 mai. Et puis, une chose importante, vous verrez que quand vous remplissez vos inscriptions, vous avez en fait besoin de l'accord de votre collège. Comme potentiellement, vous risquez de devoir louper des heures au collège pour suivre ce programme, vous avez en fait besoin de l'accord de vos enseignants de mathématiques ou de physique et l'accord du doyen ou du directeur de votre collège. Et puis, donc, vous nous soumettez ces dossiers. Nous, on fait une sélection et on vous donne la réponse d'ici fin juin. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce programme. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a plusieurs questions. Et, la première, c'est il faut être inscrit à l'Université de Genève ou c'est ouvert à tout? Est-ce qu'il faut être inscrit à l'Université de Genève? Oui, pour les programmes Athéna, je pense. Non, pas du tout. Non, c'est ouvert en fait à tous les collégiens. Donc, on a un accord avec les collèges de Genève, mais en fait, si vous êtes dans un autre collège, typiquement si vous étudiez en France, il y a aussi la possibilité de suivre ce programme. Il faut par contre prendre contact avec la direction de votre collège pour qu'ils vous donnent la permission de suivre le programme. Aussi, c'est la réponse pour comment on s'inscrit. C'est ça? Oui. Ok, d'accord, très bien. Et combien d'heures demande le programme en tout par semaine? Et avec les tutorats, travail requis en dehors? Oui, donc il y a en général les cours, c'est des cours de 2 heures. Après, il y a entre 1 et 2 heures d'exercice, donc ça fait déjà 4 heures. Il y a 2 heures de tutorat, donc en tout ça fait 6 heures. Et puis, en général, les élèves travaillent peut-être 1 ou 2 heures en plus par semaine. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. C'est vrai que si vous vous inscrivez, il faut savoir qu'il faut dévouer une partie du temps à ça. D'accord. Et il y a aussi encore une autre question. Ce programme il est réservé uniquement aux collégiens suisses? Non, il est aussi ouvert aux collégiens français. Maintenant, on n'a pas d'accord direct avec tous les lycées français. Donc, ça veut dire que comme vous avez besoin du soutien de vos enseignants, vous devez en fait, si vous êtes dans un lycée français, vous devez contacter vos enseignants à la direction de votre lycée pour qu'ils vous soutiennent et qu'ils signent la feuille d'inscription. Mais nous, de notre côté, on accepte tout à fait des étudiants qui viennent de la France voisine.